Bonjour à tous, ici Jean-Luc Brassard. Je vous présente une émission qui va bouleverser votre rapport avec les objets de la vie quotidienne. Comment c'est fait? Dans les 30 prochaines minutes, on va découvrir la fabrication des bateaux en fibre de verre, des appareils électroménagers, de la gomme à mâcher et des feux d'artifice. Restez des nôtres, vous ne le regretterez pas. Drummondville à la poutine, Matane les crevettes, Tadoussac les baleines, Thetford Mines les mines et Grand-Mère. Vous ne voyez pas, Grand-Mère, c'est un peu la Mecque de la fibre de verre. Il y a là plusieurs entreprises qui utilisent la fibre de verre pour en faire des réservoirs, des baignoires, des bâtiments et des bateaux. Cet ordinateur contrôle une scie très importante, celle qui coupera les morceaux de bois avec lesquels on construira le moule du bateau en fibre de verre. Seulement pour concevoir et fabriquer ce moule, 15 mois de travail seront nécessaires. Premièrement, les artisans construisent le cadre. Puis, ils élaborent la forme du bateau à l'aide de fibres de verre. Le moule doit être parfait afin d'obtenir un bateau exempt de défauts. Sa finition est donc extrêmement importante. Cette couche de peinture spéciale à haute résistance tiendra bon durant au moins 8 ans. Après tout ce travail sur le moule, on peut enfin songer à le remplir. Il faut y déverser le bon rapport de fibres de verre et de résine de plastique. La fibre de verre, comme son nom l'indique, est faite de verre sous forme de fibres très minces et flexibles. Celles-ci ont peut-être l'air fragiles, mais elles sont plus solides que l'acier. Elles ne brûleront pas, ne s'étireront pas et ne pourriront pas. Les ouvriers s'assurent de couvrir toute la surface du moule. Une étape cruciale, car s'ils oublient le moindre recoin, le bateau aura des vis de construction. Ensuite, ils enduisent le tout d'un matériau appelé stratifil, qui renforce la fibre de verre et la rend encore plus rigide. Ils ajouteront également du bois, là où ils mettront le gréement. Ce bois sera lui aussi enduit de fibre de verre pour résister à l'humidité. Après environ 1 heure, il est temps d'extraire le moulage. Un système de levier facilite la sortie de la coque. Ces trous permettront d'accéder à la mécanique du bateau. Et voici le pont de notre bateau. Surtout, ne pas oublier d'installer le moteur et les circuits électriques. Le bateau prend vraiment forme à l'assemblage final. C'est là que la partie supérieure du bateau, la coquille, rejoint l'intérieur. On installe l'ameublement, puis certains composants tels le tableau de bord. Finalement, on effectue une série de tests pour s'assurer que toute la mécanique fonctionne bien et que le bateau est totalement étanche. Dernière étape à ne pas négliger pour un bateau de cette envergure, la pose d'un emballage qui le protégera pendant l'expédition.
Voici une petite devinette en 3 temps. Elle pèse 50 kilos, elle est très chaleureuse et elle a une espérance de vie de 20 ans. Non, ce n'est pas la femelle Saint-Bernard, mais bien une sécheuse. L'électroménager que l'on a tant de plaisir à hisser dans l'étroit escalier jusqu'au 3e étage et qui ne brise à peu près jamais, ce qui nous force à sortir nos gros bras à chaque fois que l'on décide d'aller s'installer ailleurs. Bien que ce soit un appareil poids lourd, la plupart des parties d'une sécheuse sont faites d'acier très mince, 3/4 de millimètre d'épaisseur. À partir de ces rouleaux géants, une machine le coupe en feuilles d'1 mètre de long. Les presses industrielles y découpent ensuite chacune des parties. Par exemple, les étais du moteur et le panneau arrière du tambour, là où les vêtements se feront remuer. Remarquez les petits trous. Nous y reviendrons bientôt. Pour former le côté du tambour, la machine plie cette feuille d'acier en une forme circulaire. Lorsqu'une sécheuse fonctionne, elle aspire l'air de l'extérieur grâce à un trou situé à l'avant. L'air passe par l'élément chauffant et se rend dans le tambour en entrant par les petits trous, sur lesquels nous avons attiré votre attention. Le tambour terminé, les machines automatisées tracent une rainure sur sa surface extérieure. Celle-ci guidera la courroie motorisée qui actionne le tambour. On place ensuite ce dernier sur une autre machine qui y visse 3 déflecteurs. Ces volets de plastique épais éparpilleront les vêtements dans le tambour en rotation. Le côté avant du tambour poursuit son petit bonhomme de chemin sur la chaîne automatisée. On assemble le panneau arrière à la main. Puis, une machine prend le relais pour l'installation. Ensuite, c'est au tour du conduit d'évacuation. L'air chaud et humide sortira du tambour par plusieurs trous, puis par une grande ouverture, située dans la porte de la sécheuse. Il se rendra jusqu'au ventilateur qui le rejettera à l'extérieur par ce conduit d'évacuation à l'arrière de la sécheuse. L'élément chauffant d'une sécheuse fonctionne comme celui d'un grille-pain. Mais il consomme pas mal plus d'énergie, jusqu'à 6000 watts. Les serpentins de chauffage sont placés sur une feuille d'acier galvanisée. Ils installent aussi une sonde thermique qui coupera le courant si jamais l'appareil surchauffe. À la finition, ils enduisent la sécheuse d'une peinture en poudre, résistante au choc, indispensable pour affronter tous ces déménagements. Ils assemblent ensuite le dessous et l'arrière de l'appareil. Puis, installent le moteur qui contrôle à la fois la courroie et le ventilateur. Enfin, le conduit d'évacuation. Ces machines préparent le circuit électrique. Elles peinturent et coupent les fils. Puis, installent une borne à chaque bout. Mais ce sont les ouvriers qui se chargent d'installer tout ça, ainsi que le tambour. Ils ferment les côtés de l'appareil, vissent la porte et installent le tableau de commande. Celui-ci est relié à une série de mécanismes qui contrôlent les cycles de la sécheuse. L'étiquetage du numéro de série et de modèle marque le dernier arrêt de notre sécheuse avant qu'elle ne soit prête à entrer en fonction.
Voici quelques conseils pour les enfants qui aimeraient mâcher de la gomme ballon à volonté. Eh bien, dites à vos parents qu'à l'origine, la gomme était fabriquée à l'aide de la résine d'un arbre qui pousse en Amérique centrale. Pourquoi vous empêcherait-il de manger un produit qui est 100% naturel? Vous oublierez de mentionner qu'après la Deuxième Guerre mondiale, des chimistes ont réussi à reproduire artificiellement cette résine. Pas un mot non plus sur les sucres et les saveurs qu'on y ajoute pour que ça goûte bon. Il existe des boules de gomme à mâcher de toutes les tailles et toutes les couleurs imaginables. Mais pour faire de belles grosses bulles, rien ne bat cette fameuse substance rose, molle et collante enveloppée de papier. Premier ingrédient, une base synthétique, faite de plastique et de caoutchouc. À l'origine, elle provenait de la résine des arbres. On dépose cette base dans un mélangeur. Ça, croyez-le ou non, c'est la couleur et la saveur. Pour sucrer le mélange, on y additionne un sirop de glucose. Puisque ce sirop est liquide, il aidera à garder la base de la gomme bien molle. Mais de la gomme ballon, ce n'est jamais trop sucré. On ajoute donc aussi du dextrose, un sucre en poudre. Plus les ingrédients se font brasser, plus la mixture devient appétissante. Après une vingtaine de minutes, le mouvement dégage une chaleur qui rend le mélange homogène. Dès qu'il atteint la consistance d'une pâte à pain, il est prêt. On l'achemine alors vers une machine qui le fera passer à travers une étroite ouverture, un peu comme du dentifrice lorsqu'on écrase le tube. On obtient alors des bandes minces et malléables qui mettent le cap vers d'autres machines, les extrudeurs. La pâte sort de là en un long ruban qui commence à ressembler à notre gomme ballon. Elle en a du moins la largeur exacte. Ce processus a le désavantage de chauffer la gomme. Si on la coupait en morceaux et l'enveloppait immédiatement, elle collerait à l'emballage. Un petit arrêt à la chambre de refroidissement s'impose donc. La gomme y restera pendant 15 minutes, à une température comprise entre 3 et 7 degrés Celsius. Ainsi refroidie, la voilà prête pour le découpage et l'emballage. Une seule machine effectue ces deux opérations en une fraction de seconde. Voyons ce que ça donne au ralenti. Le ruban de gomme entre à une extrémité de la machine. Il est découpé en petites bouchées, immédiatement revêtu de cet emballage de papier ciré que l'on ferme aux deux extrémités. Voici la même reprise au ralenti, vue d'un autre angle. Drôlement efficace, cette machine. Il en ressort 900 pièces de gomme ballon à la minute. Dernière étape, l'empaquetage. Avant d'atterrir dans ces récipients, les gommes passent par une balance qui en détermine le poids exact. Les bacs sont ensuite scellés pour que la gomme reste bien fraîche. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la gomme ballon est rose? Simplement parce que c'était la seule couleur dont disposait son inventeur en 1928. 3/4 de siècle plus tard, on a l'embarras du choix. Mais le rose colle toujours à merveille à cette friandise.
Les Montréalais ont la chance de profiter d'une des 3 plus importantes compétitions de feux d'artifice au monde à chaque année. Un spectacle haut en couleurs. Mais savent-ils que l'on obtient ces couleurs flamboyantes grâce à un savant dosage de substances chimiques? Lorsqu'il brûle, le calcium produit une lueur rouge-orangée, le barium un éclair verdâtre, le sodium du jaune et le cuivre du bleu. Non? C'est pas grave. L'important, c'est de trouver ça beau. La poudre à canon a probablement été inventée en Chine vers l'an 1000. Lors d'une célèbre bataille, l'empereur l'a utilisée pour illuminer le ciel et ainsi faire fuir l'ennemi. Durant la Renaissance, les Européens ont perfectionné la technique en enroulant du papier de soie autour d'une traînée de poudre à canon. On a longtemps allumé les feux d'artifice à la main, s'exposant à de graves blessures. Aujourd'hui, des ordinateurs contrôlent le spectacle en toute sécurité et synchronisent même les éclats avec de la musique. C'est un pyrotechnicien qui assemblera différents explosifs pour en faire de magnifiques feux d'artifice. Durant l'opération, la moindre étincelle d'électricité statique pourrait provoquer une explosion. Voilà pourquoi les gants antistatiques sont essentiels. Un feu d'artifice est divisé en plusieurs compartiments qui exploseront un à la fois, créant ces étonnants motifs qui illuminent le ciel. Le pyrotechnicien colle tout d'abord la mèche principale à la base de l'obus. La colle, naturellement incolore, est teinte en bleu pour qu'il sache exactement où il l'applique. Il met ensuite la base de côté pour travailler sur la seconde partie de ce feu d'artifice, à 2 compartiments. Il dépose une poudre explosive au centre. Puis, il ferme l'ouverture. Vous aurez remarqué qu'il travaille sur 2 feux d'artifice en même temps. Prochaine étape, la pose d'un absorbeur de choc pour isoler ce compartiment de celui qui explosera le premier. Un disque de carton ondulé et une barre d'espacement de plastique créeront un court délai entre la première et la deuxième explosion, car la mèche mettra alors 1,5 secondes à brûler à travers les 2 compartiments. Le second compartiment doit être collé assez solidement pour permettre ce précieux délai, mais pas trop, car cela pourrait étouffer l'explosion. Le pyrotechnicien s'occupe maintenant du premier compartiment. Il colle une douille sur un boîtier, puis le remplit de centaines d'étoiles. Drôles d'étoiles qui produiront les éclats de couleur. Elles sont faites d'un mélange d'explosifs et d'agents colorants, du magnésium pour le blanc, du sel de cuivre pour le bleu, du charbon de bois pour l'orangé. Le pyrotechnicien doit les manipuler avec soin, car tout ça pourrait lui exploser en plein visage. Il ajoute ensuite des comètes, un autre type d'explosif au nom évocateur. Puis, il termine avec de la poudre à canon. Enfin, il joint les 2 compartiments ensemble, remplissant l'espace vacant avec les mêmes ingrédients. Quand l'obus est bien rempli, il en scelle le couvercle. Et là, il ne faut pas avoir peur de le fixer très solidement, car plus la pression est grande à l'intérieur, plus l'explosion sera spectaculaire. Pour indiquer la grosseur de l'obus, il appose une étiquette dotée d'un code de couleur internationalement reconnu sur le papier craft qui enveloppera le feu d'artifice. Il dépose ensuite à la base de l'obus un sac de poudre à canon muni d'une longue mèche à action rapide. C'est la charge de propulsion qui lance les feux d'artifice dans le ciel. Lorsque les pyrotechniciens allumeront la mèche principale, 2 mèches secondaires s'allumeront simultanément. Celle qui traverse les 2 compartiments à l'intérieur de l'obus
ainsi que la longue mèche qui est rattachée à la charge de propulsion. Dès que cette dernière est allumée, la chaleur et les gaz s'accumulent dans le tube de lancement jusqu'à l'explosion, propulsant les feux d'artifice jusqu'à 300 mètres dans le ciel. Que le spectacle commence. Musique et images d'un spectacle des feux d'artifice. Il vous semblait peut-être quelconque, ces 4 objets. Maintenant que vous avez percé le secret de leur fabrication, vous les trouvez probablement beaucoup plus intéressants. Merci d'avoir été là. Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.